Un beau bonjour à tout le monde. Il fait tellement beau en ce magnifique vendredi 14 mars 2025. Le soleil est chaud. Ah, c'est tellement plaisant. Oh, yob, la déprime hivernale. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais t'as juste à faire des sports d'hiver. Ben oui, là, mais ça égale pas le printemps, tant qu'à moi. Vraiment pas. Là, on commence à voir la neige vraiment diminuer, descendre. J'avais laissé dans le jardin, le petit jardin anglais devant la petite chapelle, j'avais laissé l'abreuvoir des oiseaux. Et on voit la neige, on le voit sortir de la neige tranquillement, pas vite. C'est comme mon gauge cette année pour voir la profondeur qui reste. Par chance qu'on avait bien tapé la trail pour se rendre en forêt. Plusieurs l'avaient vu via Instagram ou Facebook. On a entaillé nos premiers érables. C'est une super belle expérience. Je suis vraiment contente qu'on fasse ça cette année. Puis je crois que j'en ai parlé dans la jazette en salopette du début de la semaine. Mais là, on a entaillé 108. Donc, on a mis 108 chaudières pour l'instant. Et on a un contact d'un contact qui nous a trouvé d'autres chaudières. Alors, une centaine. Et il y a possibilité d'en mettre encore une centaine. On pense. Alors, on est très excités. On s'en va chercher la petite panne aujourd'hui pour pouvoir bouillir tout ça. Dominique va fabriquer le feu ce week-end. Sérieusement, quel beau projet. Et j'ai adoré Catherine sur Instagram qui a commenté disant que la période des cycles, c'est le meilleur entre deux. C'est une activité formidable. C'est là qu'il commence à faire doux. Puis c'est là que on a le goût de ressortir dehors. Et ça fait la transition tranquillement pas vite pour l'été. Tu sais, je trouvais que c'était beaucoup plus poétique que ça, là. Et, mais c'était magnifique. Et c'est vrai, c'est carrément vrai. Fait que je suis très contente que la saison de vie dans laquelle on est nous permet de faire ça cette année. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis, ça promet. On est vraiment contents. Je voulais faire cet épisode de Jazette en salopette. Premièrement, ça va être, c'est pas uniquement pour les membres Patreon. Habituellement, les Jazettes en salopette sont presque exclusivement pour les membres Patreon. Cette Jazette-ci va être disponible au grand public, puis va être disponible également probablement sur la chaîne YouTube, dans la section balado ou podcast, je crois. Et donc, bonjour à toutes les personnes qui pourraient ne pas me connaître, qui sont arrivées ici par hasard. Mon nom est Caroline et on me connaît sur les internets sous le pseudonyme de Maman Canne. Avec ma famille, on habite sur une fermette au centre du Québec où est-ce qu'on cultive tous les légumes pour notre famille et on les préserve pour en avoir pour toute l'année. On fait ça depuis plusieurs années maintenant. On élève toutes nos protéines animales. Et bref, on aime se débrouiller, on aime apprendre. On dit souvent le terme autosuffisant, mais c'est parce qu'on est beaucoup plus des homesteaders que des je sais pas, autosuffiseux, là, je sais pas comment le dire. Parce que le terme autosuffisance veut dire qu'on n'a pas besoin de l'extérieur, alors que c'est complètement faux. On a besoin de l'extérieur pour plein de choses. Mais on aime beaucoup apprendre. Et on aime beaucoup apprendre les métiers de la terre. On aime beaucoup savoir se débrouiller. On aime beaucoup trouver des solutions pour plein de choses. Alors, voilà un peu le portrait. Et cette jazette, je voulais parler du jardinage, des jardins spécifiquement. J'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui... Ah, mais attendez, avant... vous m'entendez? Moi, j'enregistre toujours mes jazettes en salopette en marchant, en prenant l'air. Je ne suis pas assise dans un studio. Donc, vous entendez mes pas. Vous m'entendez à un moment donné être essoufflée parce que je suis super en forme, j'ai un cardio de fou. Il se pourrait que vous m'entendiez lâcher un cri après mon chien. Et il y a très peu de montage de fait, c'est très raw comme contenu. Alors je sais que c'est pas pour tout le monde. Je suis la première à aimer des podcasts très clean, où est-ce que le son est écœurant. Je suis vraiment désolée si ça vous déplaît. J'espère que le contenu va être plus intéressant que les désagréments. Alors, on est dans le moment où est-ce que là, en tout cas, mon algorithme à moi ne me montre que des trucs de jardinage,
moi aussi, j'ai goût de partager beaucoup d'astuces de jardinage. Puis je sais que ça fait peur à plein de monde. Parce qu'il y a plein de monde qui n'osent pas. Il y a plein de monde qui n'ose pas. Il y a plein de monde qui savent pas trop comment s'y prendre. Il y a plein de monde qui pense que c'est trop compliqué. Et on dirait que je me suis fait la mission d'expliquer à quel point que non, c'est pas tant compliqué. On décide que ce soit compliqué ou pas, là. C'est nous qui prenons ces décisions-là. Et il y a moyen de faire ça très simple. Et il y a moyen de cultiver quand même beaucoup. Dans un reel que j'ai partagé sur Instagram, c'était les mythes concernant l'autosuffisance, tu sais. Puis il y a eu quelques réponses qui disaient le fameux mythe que ça te prend une énorme terre pour finir par y arriver. Alors que c'est pas tout à fait le cas, là. On peut cultiver énormément de choses sur des petites surfaces. Et c'est ça qui devrait être le but. Tu sais, le but, c'est parce que plus que tu as de surface, plus que ça te demande du temps, plus que c'est long à gérer, c'est énorme comme temps à investir, plus qu'on agrandit les choses. Alors, mon but, c'est de vous démontrer la base du jardinage, les éléments vraiment clés que vous ne pouvez pas mettre de côté, mais qui peuvent vraiment vous aider. Donc, les éléments clés. Il faut déterminer nos besoins, c'est super important. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a le goût de cultiver. Est-ce que j'ai le goût juste de manger du bon persil frais dans ma petite salade pendant l'été? Est-ce que j'ai le goût de me faire des petits légumes de base pour l'été? C'est ça, petits persils, des petites laitues, un plant de tomates. Qu'est-ce qu'on a le goût de cultiver? C'est quoi? Puis comment qu'on va manger tout ça? Est-ce que... des fèves, des haricots, c'est super facile à faire. OK, on en fait pousser plein. Mais on se rend compte qu'il n'y a personne qui mange ça des haricots dans la famille. Il y a ça aussi qu'il faut réfléchir. Il faut... Puis, mais ça aussi, il faut... Peut-être que personne n'aime les haricots parce qu'ils n'ont jamais mangé des haricots fraîchement cueillis d'un plant. Ça peut être ça aussi. Puis vous pouvez avoir envie de l'essayer. Fait qu'il y a des cultures de base qui sont hyper faciles à faire, dans le genre que c'est difficile à manquer. Mais il suffit d'un manque de soleil puis qu'il n'y a rien qui pousse, tu sais. Une des seules astuces, ça va être de s'essayer. Ça va être vraiment de s'essayer. Et je pense qu'il faut vraiment... Il faut regarder le jardinage avec des yeux... avec une ouverture. Donc, si vous regardez votre terrain actuellement, où est-ce que c'est ensoleillé? On s'entend, le jardin, il faut que ça soit ensoleillé. Oui, il y a des plantes qui peuvent aimer la mi-ombre. Je comprends, là. Mais on s'entend que ça prend du soleil. Fait que si vous avez une parcelle de votre terrain qui est ensoleillée seulement qu'à 4 heures l'après-midi, ça se peut que ça soit pas suffisant. Et là, à partir de là, j'ai aucune idée quelles pourraient être les possibilités. Mais le soleil, c'est quand même une bonne... Il faut regarder où est-ce qu'il se concentre et on veut avoir un maximum de luminosité. Souvent, le côté sud, c'est là que ça va être le plus optimal. Donc, nous, quand on a acheté la terre ici, c'était une des choses que mon conjoint regardait. C'était, quelle partie du terrain et de la terre était en exposition vers le sud, ce qui est à peu près toute la totalité de la terre. Et l'inclinaison du terrain aussi, c'était important. Fait que ces deux éléments-là étaient cochés. Et ça a joué beaucoup dans la balance. Pourquoi on a acheté où est-ce qu'on est en ce moment. Ensuite de ça, on a déterminé un peu qu'est-ce qu'on veut manger. On va réfléchir à quelle surface qu'on va pouvoir utiliser. Fait que si on se dit, bon, ça y est, moi, là, je fais 400 plants de tomates cette année, 300 brocolis, on va en avoir, là, on va en avoir. Mais que vous avez, je sais pas, là, 20 pieds par 20 pieds, ça se peut qu'il manque de la place, là. Ça se peut. Donc, il va falloir réfléchir, puis il va falloir se baser sur l'espace que vous avez de disponible pour ensuite concevoir votre jardin et voir quelle quantité vous pouvez mettre à l'intérieur.
Puis, c'était pas prévu, mais moi, t'as dit que ça va bien fitter après cette phrase-là. J'ai justement conçu un beau petit guide pratique de jardinage. Hey, vous allez me dire, crime, c'était son tunnel de vente, là, elle nous met dans le bain. Mais c'était vraiment pas prévu comme ça. Puis, dans le petit guide que j'ai fait, il était vraiment basé sur l'optimisation du jardin et des espacements entre les cultures. Fait que si vous savez pas trop à quelle distance vous devriez placer vos plants de tomates, à quelle distance vous devriez placer vos plants de haricots, à quelle distance vous devriez semer vos épinards, bien moi j'ai conçu ce beau petit document-là exprès pour ça. J'ai fait un gros tableau dans lequel j'ai inclus plus d'une quarantaine de cultures légumières et avec tous les espacements que nous, on a utilisés et qu'on a testés et qui sont approuvés. Parce que j'étais tannée de tout le temps être obligée de retourner dans mes notes quand je partais. Quand je m'en vais dans mon jardin, je pars toujours avec mon genre de petit bac avec mes semences du jour à mettre au jardin. Et 3/4 du temps, j'oublie mon cahier de notes. 3/4 du temps, j'oublie de prendre en note à quelle distance les mettre parce que c'est des données il y en a que je sais par cœur, mais il y en a d'autres que je ne les sais pas pour plein de raisons. Et là, j'ai un magnifique chevreuil qui court devant moi et le chien qui court après le chevreuil. Non, OK, il vient de revenir. Ah là là, c'est magnifique. Alors voilà, ce petit guide-là, j'étais tannée de courir en dedans, aller chercher mes données. On a 2 livres de jardinage qu'on utilise énormément, celui du jardinier maraîcher ainsi que Yves Gagnon, la culture écologique des plantes légumières, puis ainsi que nos notes des années passées. Et en arrivant dedans, là, je savais jamais dans quel livre qu'on prenait quelles données, puis qu'est-ce qui fonctionnait le mieux pour nous. Fait que c'était tout le temps compliqué. Fait que je me suis dit, je voulais faire un tableau pour toutes les répertorier, puis les imprimer, puis je vais les mettre dans ma serre. Puis je me suis dit, ben là, tant qu'à faire ça, je vais concevoir un beau document. J'ai mis plein de photographies, j'ai essayé de mettre plein de détails aussi pour que vous compreniez comment nous, on a organisé nos jardins, puis pour que vous puissiez vous baser là-dessus. Alors, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en dessous ici, là, dans le descriptif de cette jasette. Puis c'est super accessible, ça coûte 11 $. C'est un téléchargement PDF. Vous pouvez le télécharger dans votre téléphone. Là, vous allez pouvoir vous y référer facilement ou l'imprimer ou peu importe. Alors voilà, mon petit truc de vente est fait. Mais c'est vraiment important à savoir la distance entre les plants parce que c'est ce qui va vous permettre de vous dire « Ah, moi, j'ai une petite bande de jardin là sur le côté, puis je voudrais mettre des plants de tomates. Ben combien je peux rentrer de plants de tomates dans cette bande de jardin-là? » C'est ça qui va vous dire la quantité de plants que vous allez pouvoir soit partir en semis ou soit aller acheter. Parce qu'à un moment donné, partir des semis, c'est beaucoup de temps, c'est de l'investissement de temps, de ressources, d'argent. Et c'est la même chose pour aller acheter des plants en pépinière ou chez un fermier de famille. Parce que je tiens à dire que les fermiers de famille, si vous voulez les encourager, ils font toujours des ventes de plants ou à peu près tous. Et c'est une façon pour eux d'aller chercher un peu d'argent avant le gros de la saison pour se permettre d'acheter du matériel, d'acheter des semences, etc. Alors, si vous, de votre côté, vous ne voulez pas jeter votre argent par les fenêtres, arriver chez votre fermier de famille, « Hey, je te prends 20 plants de tomates, je pars en fou cette année, puis vous arrivez dans votre jardin, puis vous n'avez vraiment pas la place pour mettre les 20 plants de tomates, bien, vous allez avoir gaspillé des sous, puis du temps, puis etc. » Fait que c'est important de déterminer ce que vous voulez manger, l'espace que vous allez y accorder. L'espace que vous allez y accorder, bien, c'est étroitement lié aussi au temps dont vous disposez. Fait que chez nous, on cultive des légumes et des fruits maintenant. On fait framboises, fraises, prunes, bleuets, pommes. Mais on va se concentrer vraiment plus sur légumes. C'est 15 000 pieds carrés à peu près de surface. Là, c'est un peu plus même de surface. Donc 15 000 pieds carrés, là, c'est 4 jardins qui mesurent 30 par 100 pieds. Et un jardin qui mesure 50 par 60 ou quelque chose comme ça. Je me souviens jamais de la mesure de ce jardin-là. Plus la serre, puis plus la bleuetière, là, où est-ce qu'on a les bleuets. Alors, c'est bien évident que mon été, moi, tourne autour de ça, là. Moi, mes journées sont investies dans mes jardins pour plein de choses. Désherbage, amélioration, optimisation d'un peu de tout, récolte.
entretien, semer, transplanter, etc., récolter. La majorité de mes journées, c'est ça que je fais pendant l'été. Alors, même avant l'été, là, à partir du printemps jusqu'à, je dirais, fin octobre. C'est ça qu'on fait. Alors, c'est sûr que je me planifie pas de partir 2 semaines en juillet. C'est sûr que les enfants ne font pas des activités tous les soirs pendant l'été. C'est sûr que je ne pourrais peut-être pas participer à tous les événements familiales. Je ne prévois pas aller à tous les festivals country, même si des fois c'est agréable. Je vais y aller peut-être un soir à une place. Et puis, mais il faut le prendre en considération parce que au début de la saison, on a plus de temps peut-être. On implante nos jardins, mais après ça, si on veut faire plein de choses, ben là, il faut le prendre en considération. Ça se peut que si vous partez en vacances, ben ça se peut que la mauvaise herbe prenne le dessus, puis ça se peut que ça affecte les récoltes, ça se peut que ça les affecte pas aussi. Ça dépend de tout ça, mais il faut y réfléchir. Ensuite de ça, on a notre liste de choses qu'on veut manger et là, on prend la décision. Est-ce qu'on se lance à faire des semis ou est-ce qu'on va aller acheter des plants? On s'entend tout ce qui est racines, légumes racines. On va penser panais, betteraves, carottes, pommes de terre, ravioles, radis. Excusez, il y a eu un blast parce que je cherchais. J'ai pas de liste devant moi. C'est des choses, épinards, c'est pas un légume racine, mais il fait partie de la liste que je vais vous nommer. Ce sont des petites choses que vous pouvez pas vraiment les acheter toutes faites. Il va falloir acheter les semences puis les semer vous-même. Puis c'est des cultures qui sont souvent relativement faciles. C'est pas tant difficile à réussir. Ça demande peu d'entretien. En tout cas, moi je pense que ça peut être des bons débuts. Pour le reste, tout ce qui pousse en surface, si on veut, c'est faisable de les acheter en plants déjà bien entamés, bien dodus, qui vont juste avoir besoin d'entretien un peu, puis ils vont pouvoir vous nourrir. Mais ça, c'est votre décision à prendre. C'est sûr que économiquement parlant, monétairement parlant, c'est un peu plus dispendieux d'acheter des plants tout faits, on se le cachera pas, mais c'est beaucoup d'heures que vous n'aurez pas. Tu sais, à un moment donné, c'est que ce soit le temps ou l'argent dans certaines affaires, puis ça y fait pas exception. Fait que vous pouvez faire un mélange des deux. Vous pouvez... j'en profite pendant que je vous jase pour faire le tour de mes chaudières d'eau d'érable. J'étais trop impatiente de venir voir. Il y en a partout. Je trouve ça tellement beau. OK, on en revient. Alors, c'est une décision à prendre. Parce que vous voyez là, plein de monde qui part des semis. Puis c'est donc ben beau. Puis là, il y en a qui ont des beaux setups. Il y en a qui n'ont pas de setup. Il y en a qui mettent ça juste sur le bord de leur fenêtre. Il y en a d'autres qui ont des belles étagères en métal du Costco ou en bois fait sur mesure par l'amoureux. Il y en a qui ont des lumières, des tapis chauffants. À un moment donné, je comprends qu'on peut s'y perdre. Mais tout ça, ça sert juste à optimiser les rendements. C'est super important à comprendre, là. Fait qu'on peut commencer avec pas grand-chose puis avoir des super beaux résultats quand même. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça puis il ne faut pas se décourager. Et moi, je vous encourage, avec le nombre de ressources disponibles en ligne, c'est quasiment impossible de ne pas trouver une solution à votre problème. Mais je comprends aussi qu'on peut finir par s'y perdre parce qu'il y en a trop des ressources. En tout cas, moi, quand il y a un nouveau sujet ou une nouvelle idée dans ma tête, puis que je me mets à chercher, je tombe immédiatement dans un rabbit hole de plein de possibilités, puis plein d'affaires, puis ça finit plus de finir, puis il y a du monde qui se contredisent, puis ça finit plus. Alors, je vous suggère de sélectionner 1 ou 2 ressources, puis des fois, il faut être très, voyons, je cherche mes mots, Caroline. Il faut être très mindé, là. C'est comme, je choisis 2 ressources de jardinage dont j'ai entendu énormément de bons commentaires. Les gens disent qu'ils ont essayé. Si vous voulez, je vous donne tout de suite 2 ressources. Le livre de M. Yves Gagnon, La culture écologique des plantes légumières, et sa chaîne YouTube, Semences du portage. Même, allez vous abonner à leur infolettre. Toutes les semaines, ce sont des mines d'or d'informations. C'est super bien vulgarisé.
Ça peut pas être plus complexe que ça. Sur leur site web, ils ont plein d'informations. Puis, je vais en plus vous plugger que j'ai un code promo chez eux, MamanCanne-10 pour 10% de rabais sur semences et engrais verts. Fait que si ça vous tente d'aller vous zioter ça, acheter des choses, ça encourage une famille québécoise qui sont hyper dévouées. Puis moi, en tout cas, je les adore. Je suis tombée en amour avec Catherine, la fière propriétaire de cette magnifique entreprise. Monsieur Gagnon, il fait partie de nos jardins depuis le tout début. Madame Mackay, qui est sa conjointe, la maman de Catherine, qui a écrit un superbe livre sur la culture des plantes médicinales. Sérieusement, c'est vraiment un super livre. On a un érable qui coule, wow! Alors bref, si vous voulez des super informations qui proviennent du Québec, parce que des fois aussi on a des trucs qui proviennent de l'Europe, c'est pas des mauvaises suggestions, mais ça fit moins des fois avec nos dates à nous. Ben, moi je vous dirais, allez avec ça. Puis arrêtez de chercher. Puis il y a moi aussi. Je suis beaucoup moins scientifique et précise. Jamais que je vais me dire une experte parce que je me laisse plein de marge de manœuvre. Puis je veux pas être responsable de vos essais ou de vos... je veux pas dire échec, là, de vos... En tout cas, moi, je partage qu'est-ce qu'on fait, puis je dis qu'est-ce qui marche pas. Mais je suis pas une experte. Mais il y en a qui sont vraiment plus calés que moi, donc... Dites-vous, là, je m'occupe juste de ça, puis je vais suivre ce qu'ils disent. Puis essayez-le, tu sais, puis ça vaut la peine, puis ça va vous empêcher de devoir chercher, toujours en quête de la meilleure information possible. Alors, ça serait si j'avais un conseil à faire, ce serait cela. Diminuons les recherches, puis passons plus à l'action. À un moment donné, on les a, les connaissances, il faut juste foncer. C'est la seule affaire qui reste. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? Une des infos qu'on parle souvent, et c'est la zone de rusticité, mais plus spécifiquement, allez chercher quelles sont les dates approximatives répertoriées pour le dernier gel dans votre région, dans votre coin. C'est important de le noter parce que si vous avez planté un plant de citrouille, on dirait, mettons, je sais pas, le 20 mai, puis qu'il y a un gel au sol qui tape le 1er juin, ça se peut que ça nuise sa productivité pour tout le reste de la saison, ça se peut que ça le tue aussi. Donc, c'est important de savoir. Puis, des fois, on a des super belles journées très chaudes et on s'y attend pas. Puis, paf, il arrive un gel au sol. Un gel, là, c'est zéro, là. C'est pas si dramatique, là. Tu sais, au début juin, là, il fait pas encore des 30-35, là. Viens, Milo! On continue! Il est fou. Alors, cherchez cette date-là et dites-vous que cette date-là, c'est votre point de repère. Si vous faites des semis, regardez en arrière des sachets ou sur les sachets ou sur les sites web où est-ce que vous avez acheté les choses. Allez voir les informations du semencier et ils vont faire la suggestion suivante. Semer à l'intérieur 4 à 6 semaines avant le dernier gel. Donc, ça veut dire, on pourrait se dire 4 à 6 semaines, donc il se laisse une manœuvre de 2 semaines. Ben, vous pouvez dire, si mon dernier gel est prévu le 5 juin, ben, le 5 mai, je pourrais peut-être commencer mes semis de cette culture-là. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a, ça va être 8 à 10 semaines, il y en a, ça va être 12 semaines. Regardez ça, ça vaut la peine. Puis, ensuite de ça, il y a un magnifique calendrier de culture que vous pouvez aller vous chercher. Moi, j'utilise encore celui du Jardin des Coumènes parce que je trouve qu'il est très bien fait. Et il faut prendre le temps de l'observer et de le comprendre. Et ils ont mis tout en couleur, plein de choses pour vous aider. Puis moi, je trouve que c'est vraiment utile. C'est un calendrier qu'on utilise depuis tellement longtemps. Faudrait que je vérifie si Semences du Partage en a un aussi. Mais vous pouvez vous baser là-dessus. Puis, il y a des choses que vous allez avoir semées que vous pouvez ressemer. Semences du Partage en a un, mais il est fait différemment, c'est vrai. Il nous l'envoie dans nos enveloppes quand on commande des semences. Il est sur un beau petit carton brun. Et c'est écrit, vous pouvez faire un premier semis de laitue à telle date. Vous pouvez refaire un autre semis de laitue à telle autre date.
etc. Parce que des laitues, on n'est pas obligé de toutes les planter au début de la saison. On peut en replanter à toutes les semaines, jusqu'à très tard en saison si on veut. Alors c'est important, puis c'est important de regarder, puis d'essayer de le comprendre. Ça, c'est encore plus important. Après ça, donc, prenez les informations. On peut aussi, si on achète des plants chez nos fermiers de famille ou dans les pépinières, on peut aller demander des infos. Quand est-ce que vous me suggérez de le mettre en terre? Puis ils les savent, les dates, mieux que personne d'autre. Alors, parce qu'ils sont dans votre coin, parce qu'ils sont habitués, parce c'est leur métier, prenez leurs informations puis mettez-les en pratique. Ça va valoir la peine. Puis si vous retournez les voir, c'est sûr qu'ils vont vouloir savoir comment ça s'est passé aussi de votre côté. Ça crée des beaux liens, ça crée la communauté, c'est important. Puis ensuite de ça, sachez d'avance qu'est-ce que vous voulez faire avec les récoltes. Ça revient un peu au premier point du début. Si vous avez fait une quantité faramineuse de tomates, mais qu'au moment où est-ce que vous les partez en semis ou que vous les mettez en terre après être revenu de la jardinerie ou de votre fermier de famille, parce que là, vous vous êtes emporté, c'était une belle frénésie, il faisait beau, chaud, vous avez parlé de jardinage, d'agriculture locale, puis là, vous êtes emporté, vous avez acheté plein de plants de tomates. Vous ne voulez pas les jeter, ces tomates-là? Bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Faites-vous une liste de ce que vous consommez. Ah, nous, on mange beaucoup de sauce tomate. Parfait. Comment faire une sauce tomate? Comment on va la préserver? Est-ce qu'on a besoin de la conserver en pot maçon? La canner, dans le fond. Canner à l'eau. Est-ce qu'on a de la place dans des congélateurs? Est-ce qu'on va plutôt congeler? Est-ce qu'on a les contenants pour congeler tout ça? Donc, c'est toutes des questions à se poser que c'est pas rendu dans le pic de la récolte qu'il va falloir mettre en perspective. Bon, là, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ah, je sais pas du tout comment faire ci, comment faire ça. Je pense que et tout ça, dans le fond, ça pourrait arriver aussi, c'est pas grave, là. Mais c'est pour optimiser vraiment les résultats de tout le travail que vous allez avoir accompli. Puis pour pas être découragé puis déçu. C'est important. Fait que si vous faites pousser une quantité faramineuse de betteraves, puis c'est parce que c'était facile, c'est joli, on va vous en manger une fois en salade pendant l'été, qu'est-ce que vous allez faire avec le reste? Il faut se trouver des recettes, il faut chercher qu'est-ce qu'au quotidien on aime manger. Puis on peut essayer aussi des nouvelles choses, ça c'est bien sûr. Mais pour la base, je pense qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on aime vraiment manger, puis il faut y aller dans ce sens-là. Il y a plein de modes de conservation qui existent. C'était pas le point de cette jazette-ci. Ça pourrait être une éventuelle jazette, bien évidemment. Mais donc, découvrez puis réfléchissez à ce que vous avez besoin, ce que vous voulez vraiment. C'est la clé pour réussir, puis pas être déçu. Et s'il y a un conseil que je veux absolument, j'aimerais ça que tout le monde le mette en pratique, c'est vraiment de prendre des notes sur ce que vous faites cette année. Quelles étaient les mesures du jardin? Quelle quantité de semences j'ai pris pour partir les plants de tomates? J'ai transplanté combien de plants de tomates? Vous pouvez même aller un peu comme nous on fait. Vous pouvez les peser, vos tomates, quand vous les récoltez. Hey, ça nous a donné tant de livres de tomates cette année. Wow! Quelle économie on a fait par rapport à l'épicerie. J'ai fait tout le calcul et c'est disponible sur une vidéo pour un certain temps qui était du côté du Patreon pour les membres exclusifs. Mais ça va être aussi sur YouTube éventuellement. Et j'ai fait le calcul, combien nos tomates, combien ça nous aurait coûté si on avait acheté ça à l'épicerie. Dans cette vidéo-là, c'est le challenge de 2025, où est-ce que je parle de notre budget de février, qu'est-ce qu'on a dépensé pour notre alimentation. Puis j'ai fait le calcul de ça là-dedans. Très intéressant, en tout cas, de voir ça. Fait que vous pouvez noter tout. J'ai mis tant de plants de tomates sur telle rangée qui mesurait tant. Je suis arrivée un peu serrée. L'année prochaine, mettre moins de plants. On note tout. Et c'est important. Nous, on se refie
on va se fier sur plein de notes de plein d'années précédentes. Tu sais, telle année, là, ça avait super bien marché. Qu'est-ce qu'on avait fait donc? Puis là, on retourne voir. Ah, ben oui, c'est parce que là, il était placé à telle place. On avait mis tant de quantité de compost, etc., etc., etc. Pour ça, la structure de votre sol, là, ça se travaille un sol, ça s'améliore. Il y a des cultures qui sont plus exigeantes que d'autres. Partez dans l'idée que les cultures qui vont rester très longtemps au sol, c'est ceux qui ont besoin de gaz. Ils ont besoin d'oxygène. Ils ont besoin... là, vous allez me dire du gaz? Non, excusez. Ils ont besoin de nourriture pour se maintenir. Fait que des fois, ils en ont besoin de plus. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Bien, au début, là, je pense qu'on n'est peut-être pas obligé de se concentrer sur ça. Mettez du compost, un bon compost. Vous pouvez aller vous chercher des petites granules de fumier de poule Actisol aussi pour aider. Nous, on les utilise depuis tellement longtemps. Ça peut être juste ça, là. Puis cassez-vous pas trop la tête. Puis, plus que les années vont aller, votre sol va s'améliorer. Alors, on ne s'inquiète pas trop avec le sol. Ceux qui ont des sols argileux, mettez de la matière organique. Mettez de la matière organique dedans. Ça va aider. J'ose croire. Quoique notre ancien sol était argileux, puis c'est ce qu'on faisait. On mettait de la matière organique. Puis je pense que ça peut aider beaucoup. Alors, j'espère que c'est des bonnes astuces pour vous aider, pour vous enlever cette crainte-là surtout. Tu sais, des fois, de ne pas oser, puis d'avoir trop peur. Puis, à la limite de la limite, là, s'il n'y a rien qui marche, nous, notre premier jardin, il n'y a jamais rien qui a poussé dedans. Et on l'avait fait à l'ombre. Les framboisiers sauvages avaient de la misère à vivre, là. Et on a beaucoup appris. Puis on n'a pas arrêté. Depuis ce temps-là, il n'y a pas un été qu'on n'a pas fait un jardin. Et ça remonte à presque 19 ans. Puis nos jardins, ils sont plus beaux qu'ils l'ont jamais été. Parce que c'est l'accumulation de l'expérience, puis des connaissances. Mais si on avait arrêté, on se priverait de toute cette belle vie-là, de tout ce beau mode de vie-là. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant que de se faire un repas, puis de se servir le fruit de plein de travail, tu sais. Puis je souhaite à tout le monde de vivre ça au moins une fois. Et pour nos enfants aussi, c'est précieux qu'ils puissent voir la nourriture, elle provient de où. La nourriture, ça apparaît pas sur une tablette d'épicerie comme par magie. La nourriture, ça vient de la terre. Puis c'est en lui apportant plein de soins puis en travaillant en synergie avec elle qu'on est capable d'apporter une si bonne nourriture. Moi, j'aimais pas le kale avant. Parce que le seul kale que j'avais goûté, c'était un kale en sachet qui provenait je sais pas de où, que j'avais acheté dans un Walmart. Mais là, on parle de plusieurs années. Puis je m'étais dit, mais voyons donc, qui c'est qui mange ça? C'est dégueulasse. C'était coriace, là, ça avait pas de sens. Et j'ai des amis maraîchers qui sont arrivés dans ma vie. Puis ils m'ont fait goûter à du kale, mais tu sais, du kale directement là, du jardin. Et je les ai regardés et j'ai dit, c'est ça que ça goûte pour vrai, là. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Une salade de kale, c'est bon. Là, je commence à avoir hâte d'en remanger, là. On commence à manquer de greens un petit peu. Cette année, j'ai même pas fait de micro-pousses. J'ai fait aucune micro-pousse à part quelques germinations en pot parce que je le filais pas, ça me tentait pas. Fait que ça se peut que nos corps commencent à manquer de ces nutriments-là, bien honnêtement, là. Mais c'est ça que je parlais à d'autres personnes qui font pas les sucres cette année. Il faut s'écouter, puis si on le file pas, pour plein de raisons, on a le droit de mettre des choses en pause, puis tu sais, d'y revenir plus tard. C'est pas grave. C'est pas grave. Donnons-nous l'occasion d'être doux envers nous-mêmes, puis de nous donner une chance de pas virer complètement fou avec tout ce qu'on peut faire. Il y a déjà tout le stock qu'on doit faire. On n'est pas obligé de se rajouter aussi tout ce qu'on peut faire. On a les connaissances, on met ça en pause, puis il n'y a personne qui peut nous enlever nos connaissances. Il y a juste le temps qui va pouvoir nous permettre de revenir à certains projets.
Et c'est la même chose pour le jardinage. Si vous l'avez mis en pause, ce projet-là, pour X, Y, Z raison, ben, il n'est jamais trop tard pour y revenir par la suite. Les mamans de jeunes enfants, je tiens à vous rappeler, moi j'ai 4 enfants et j'ai commencé à jardiner activement quand ma 4e a eu à peu près 3 ans. Là. Donc, 2 ans après qu'on soit arrivé ici sur l'Homestead. Donc, ça fait 8 ans à peu près que je suis capable de travailler plus activement. Puis je vous dirais que des récoltes, là, il y en a beaucoup qui sont allés aux animaux, il y en a beaucoup qui sont allés au compost aussi, parce que j'avais pas le temps de les transformer rendus à la fin. On voyait trop grand. Vous comprenez? On voyait trop grand au début des semis. Et nos jardins avaient plein de mauvaises herbes aussi. Maintenant, on préfère des jardins exempts de mauvaises herbes pour plein de raisons. Hein? On a chacun notre style aussi. Et parce que j'ai beaucoup de temps à y accorder, moi, je préfère mettre mes jardins super beaux que faire le ménage à ma maison, là. Je tripe vraiment à faire ça, je sais pas pourquoi. Alors, il y a tout ça. Fait enlevons-nous là, le poids sur les épaules. Essayons de ne pas penser à ce que ça va être une belle photo sur Instagram. Pensons pas à ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. Puis, essayons. Expérimentons aussi, c'est important. Puis si vous n'êtes pas full à l'aise à vous mettre au jardinage, mais que vous voulez conserver des choses, ben allez vous abonner à des fermiers de famille, allez dans les marchés, ça vaut la peine. Ils sont tellement passionnés, ils sont là pour vous. Il y a le réseau des fermiers de famille du Québec. Vous allez sur leur site, là, puis vous pouvez trouver les maraîchers dans votre coin, ce qu'ils proposent, etc. Les réseaux sociaux, ben il y en a plein qui sont sur les réseaux sociaux, mais il y en a plein qui ne le sont pas aussi. Fait que ça peut être un bon point là, de repère. Fermier de famille, ça doit être .ca, mais je suis pas sûre, là, je peux pas le garantir. Je vais essayer de mettre le lien en bas aussi. Et vous pouvez aller acheter de leurs produits et apprendre comment les conserver rendus chez vous. Donc, ça vous fait des connaissances, ça vous fait de l'expérience. Et quand vous allez avoir votre premier jardin potager, votre vrai jardin, vous allez déjà avoir une super base. Ah, ben là, c'est tough un peu, mais on va y arriver. Puis ces carottes-là, je le sais que nous, on les aime quand elles sont conservées plus au frais. Ou, nous, on les aime quand on les a cannées de telle façon. Fait qu'il y a plein de possibilités comme ça. Et je vous invite aussi à aller voir mes amis qui parlent beaucoup de tous ces beaux sujets-là. Evelyne au Jardin Coloré, sa chaîne YouTube. Allez vous abonner. Elle met tellement de contenu. C'est full généreux de sa part. Il y a aussi Patou, le YouTuber Patou. C'est des tonnes d'informations depuis des années qu'il fait ça. C'est super bien vulgarisé. C'est en toute simplicité. C'est beaucoup d'heures de partage puis de connaissances. Ça vaut vraiment la peine. J'ai mon amie Léane de la Brouette Nordique, une chaîne dédiée à tout plein de projets qui touchent de près ou de loin l'alimentation. Super intéressant, là, tu sais. Il y a de tous les gens possibles et impossibles, de tous les types de fermes. C'est vraiment le fun, là. Puis c'est pas que des grosses fermes commerciales, là. Plein de petits projets, mais qui sont, c'est ça, qui fonctionnent bien, puis que c'est intéressant de voir. Mais tout ça, on n'oublie pas, c'est pour s'inspirer, puis il faut pas que ça nous donne la chienne de pas risquer. Tu sais, il va toujours y avoir des gens qui font meilleur que nous, qui sont meilleurs que nous. Moi aussi, là, des fois, je me compare. Ça peut arriver, il faut pas faire ça. Puis des fois, je me dis, oh mais je suis qui d'abord pour aider les gens? Tu sais, il y en a qui font tellement mieux que moi. Ben, tu sais, il y a des connaissances que j'ai de plus que d'autres personnes. Ça vaut aussi pour moi. Mais ne soyons pas intimidés par les connaissances des autres, puis enrichissons-nous de leurs connaissances puis de leur partage pour qu'on puisse le faire par la suite à d'autres. C'est super important. Bref, voilà. Alors, je vous invite, si vous avez aimé ceci, un petit cœur, un petit pouce de like, ça encourage tout le temps. Il y a toutes mes plateformes. Je suis sur à peu près toutes les plateformes. Venez faire un tour sur Maman Canne. Il y a du contenu exclusif, des primeurs aussi sur le patreon.com/mamancanne. Et 2025, on voulait booster la chaîne YouTube. Alors, merci si vous avez écouté tout ceci. C'est super gentil.
N'oubliez pas de vous abonner, liker. Puis on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!